Salam alaikum Azoul. Dans cette deuxième partie de notre émission spéciale consacrée à la géopolitique gazière mondiale et algérienne, nous nous consacrerons à la politique énergétique algérienne dans un contexte régional et international. La situation gazière de notre pays qui cherche à se placer comme un acteur mondial incontournable dans l'approvisionnement du marché gazier. A-t-il les moyens et une vision pour ça? D'autre part, l'Algérie fait face au défi de l'épuisement de ses réserves en pétrole et en gaz. La diminution de ses capacités d'exportation met sous tension les finances publiques de l'Algérie et pourrait, à terme, remettre en cause le financement de son État social. Nous débattrons de ces questions avec notre invité, professeur Rachid Benhdadi. Restez avec nous. Professeur Ben Haddadi, bonsoir. Merci beaucoup encore une fois d'être avec nous dans cette deuxième partie de notre émission. Donc, la géopolitique gazière mondiale et algérienne, donc deuxième partie. Nous allons revenir sur la question algérienne, professeur Ben Haddadi. La géopolitique gazière de l'Algérie, tout d'abord, dressez-nous un portrait de la situation gazière de notre pays. Bonsoir. Euh, donc, je vais peut-être garder le même topo que la dernière fois où on a parlé de l'énergie, donc le gaz dans le monde. Pour l'Algérie, donc, on avait dit la dernière fois que on est le 10e producteur mondial de gaz avec autour de 100 milliards de mètres cubes par année. Ça, c'est la production. En termes de réserve, déjà là, il y a un problème. J'ai essayé, en préparant cette émission, de consulter un peu les organismes qui donnent les réserves par pays et ça aussi beaucoup, hein. Il y en a qui mettent que c'est 2000 milliards, il y en a qui mettent c'est 4500. Alors ça fait une sacrée différence parce que 2000 milliards, ça veut dire qu'il nous reste juste 20 ans encore de gaz et 4500, ça veut dire qu'il nous reste encore 45 ans. Bien, il y a pas de sources algériennes, ce sont des sources étrangères. Maintenant, qu'est-ce qui caractérise ce gaz en Algérie? C'est qu'à peu près, on va dire, on exporte la moitié, hein, 50%, et on consomme 50%. Et là, je voudrais tout de suite un peu mettre la table pour dire que l'Algérie est l'un des pays qui ont le plus augmenté leur consommation de gaz, on va dire, au cours de ces 2 dernières décennies. C'est 5% par année, c'est exorbitant. À ma connaissance, il n'y a aucun pays développé, du moins, qui a cette croissance-là parce que, en règle générale, la croissance énergétique est liée à la croissance économique. Donc, 5%, c'est très dangereux dans une perspective de long terme et d'épuisement des ressources. Hmm. Et par ailleurs, si on regarde les sources algériennes, les ressources algériennes, pardon, c'est que le grand gisement que nous avons, c'est Hassermel. Et Hassermel, il a été découvert en 1956. Donc moi déjà à ce niveau-là, je me questionne comment que ça se fait au jour d'aujourd'hui encore. On est en train d'exploiter le gisement qu'on a découvert il y a pas loin de 70 ans, on va dire. Hmm. Et par ailleurs, il faut savoir que notre pays, c'est un pays qui n'est pas très prospecté. C'est l'un des pays les moins bien prospectés. Et moi, je pense que j'ai le droit surtout de juger la période là, l'ère qui était juste obsédée par l'augmentation de la production au lieu de faire plus dans l'exploration. Et je suis confortable de parler de cette ère-là parce que dans l'Ouatan, j'ai écrit il y a plus de 15 ans des articles pour dire qu'une politique énergétique digne de ce nom n'a pas pour vocation ou obsession d'augmenter la production, il faut augmenter les Hmm. réserves Et là, vous en parlez tant bien que sûr de tel. l'ancien ministre Chekib Khalil. Exact, ouais, exact. De Hmm. cette période-là que j'ai connu, que j'ai suivi de loin peut-être, mais que j'ai suivi et dont on percevait, hein. Lui, il voulait une chose et augmenter la production comme si le gaz allait s'enfuir s'il n'était pas exploité à son époque. Mais encore une fois, moi, je pense que j'ai la crédibilité pour en parler parce que je l'ai fait dans l'Ouatton il y a plus de 15 ans. Si on Hmm. regarde maintenant les gazoducs en Algérie, nous en avons trois.
Le premier, le plus important, c'est Transmed, celui qui nous relie en Italie. Lui, il est quand même, c'est un vieux projet, c'est plus de 40 ans, c'est les années 80, et c'est le plus gros, c'est 20 milliards de mètres cubes par année. Il passe par la Tunisie, qui, soit dit en passant, donc prélève un peu ses royalties, mais sous forme de gaz, hein, pas sous forme d'argent. Le deuxième grand gazoduc algérien, c'est Medgaz, hein. Lui aussi, il est connu. Lui, il est plus récent. Il a été fait au début des années 2000, peut-être 2005, 2008. Hmm. J'ai pas regardé. Débit un peu plus réduit, de 8 à 16 milliards de mètres cubes par année. Lui, il Et va il de passe. l'ouest Mhm. algérien, Bnessa, vers El Meira. Donc, Hmm. le troisième, il est encore fonctionnel. Le troisième, c'est le fameux Maghreb-Europe, donc le gazoduc qui passe par le Maroc, donc via de Gibraltar pour aboutir à Cordoue en Espagne. Lui, il a été inauguré vers le milieu des années 90, hein, 95, 95, 96. Il a à peu près le même débit, pas loin du même débit que Medgaz. Donc, donc on sait tous, hein, moi j'étais encore en Algérie en 94 quand les frontières avec le Maroc ont été fermées, mais le gazoduc n'était pas fermé, il venait de Hmm. commencer quasiment. Merci. Par contre, le contrat est arrivé à échéance fin 2021 Hmm. et il n'a pas été reconduit. Ce contrat, donc, n'a pas On va été revenir en détail, professeur. Mais juste D'accord, au début de. Eh, je اتفضل finis اتفضل juste allez-y. avec Oui. ma rétrospective. Donc ça c'est pour les gazoducs, les trois gazoducs. Pour le GNL, donc nous avons deux terminaux méthaniers, Skikda et Arzieux, donc qui sont opérationnels. Et juste pour vous donner une idée également, c'est que le GNL c'est à peu près le un tiers de nos exportations et le gazoduc c'est les deux tiers de cette exportation-là. Très bien. Donc On va voilà, Nazar. revenir donc très bien. Comment positionner aussi le gaz algérien dans le marché mondial, professeur Rachid Ben Haddadi, c'est revenir sur cette guerre russo-ukrainienne. Il y avait beaucoup de demandes, si on peut dire, par rapport au gaz algérien qui pourrait jouer une alternative par rapport au gaz russe. La visite, par exemple, au début de la guerre de l'Ukraine, les Italiens étaient très intéressés par le gaz algérien. Ils se sont précipités d'aller en Algérie pour augmenter les quantités de gaz que notre pays leur livre. Est-ce que ça a été une bonne chose pour notre pays et, qui a répondu bien sûr favorablement? Bah, écoutez, dans le domaine de l'économie en général, de l'énergie en particulier, moi je pense qu'il y a un sacro-saint principe qui dit qu'on ne doit jamais mettre tous ses œufs dans le même panier parce qu'on risque d'être désillusionné avec ça. Donc, Hmm. et, dans, dans ce dossier-là, pour répondre directement à votre question, j'ai comme impression, je dis bien comme impression, que notre pays a clairement joué l'Italie, pas juste l'Italie, mais l'Italie contre l'Espagne. Et ça, c'est improductif car nos autorités, elles ont voulu mettre en évidence les relations exceptionnelles qu'on a avec l'Italie. Moi, honnêtement, je ne vois pas ce partenariat d'exception. C'est vrai qu'il y a des investissements italiens, mais dans le domaine des hydrocarbures, et encore, même pas la pétrochimie, et pas dans les autres domaines de l'économie. Donc, Hmm. j'hésiterais à parler de partenariat d'exception avec l'Italie. C'est vrai qu'à l'époque, les relations n'étaient pas bonnes avec l'Espagne, mais vous comprenez, dans ce genre de situation, on ne regarde pas juste au jour le jour ou le court terme. Il faut Absolument. avoir une Hmm. vision de long terme. Et encore une fois, si ça ne tenait qu'à moi, moi, j'aurais fait preuve de davantage de retenue, de circonspection. On ne doit jamais insulter l'avenir. On doit promouvoir toutes nos relations avec tous les pays du pourtour méditerranéen, hein. J'inclus moi la France. Il y va de notre intérêt parce qu'on assiste régulièrement à la récupération de la rente mémorielle avec ce pays. On les a vaincus, les Français, donc nul besoin de haine et nous avons des millions de binationaux qui peuvent servir de pont, hein, entre les deux pays. Mais bon, je vais revenir plus au gaz parce que la thématique d'aujourd'hui, c'est le gaz. Mais Hmm. clairement,
l'Italie est notre premier partenaire. On lui livre déjà des quantités très, très importantes et l'Algérie devrait considérer aussi les autres opportunités qui s'offrent ailleurs, pas juste avec l'Italie. Est-ce que vous pensez donc qu'il y a une manque de vision par rapport donc à cette opportunité, si on peut l'appeler ainsi, professeur? Il y avait cette guerre, il y avait une grande demande au niveau du gaz. Est-ce que vous pensez qu'il n'y avait pas une vision par rapport donc à ces changements géopolitiques qu'on a connus ces dernières années? Non, ça, moi, je pense que j'ai répondu. Je vais encore dire la même chose, mais avec d'autres mots. Je Hmm. pense que nous avons une vision de trop court terme des questions en lien avec l'énergie. Et ces questions-là, on doit avoir une vision globale dans laquelle on inscrit nos politiques, nos tactiques, etc., etc. Et la Hmm. vision de long terme, je viens de le dire, on doit impérativement avoir des relations de très bonne qualité avec l'ensemble des pays du pourtour méditerranéen. Il y va de notre sécurité actuelle et à venir. Et il est important d'avoir cette vision-là, à partir de laquelle va découler notre politique, hein. Nous, on se dit, ben, on va davantage servir l'Italie, mais ce que les gens peut-être ne savent pas, c'est que l'Italie va réexporter une partie parce qu'elle a des contrats avec la France, avec l'Espagne. Il n'y a rien qui l'en empêche au besoin. Alors, moi, je vois mal le gaz algérien exporté en plus grande quantité vers l'Italie qui va le réexporter vers la France et ailleurs. C'est à nous de le faire. Il faut avoir cette vision-là dès le départ. Est-ce que nous avons la capacité, professeur, d'augmenter donc cette production du gaz? Et c'est quoi donc combien de mètres cubes l'Algérie produit d'après vous? Bon, j'ai un petit tableau là que peut-être on Ouais. va, nos amis de la régie, on va essayer de le voir. Il est en arabe en tous les cas. Et là, on peut voir par exemple la production du pétrole qui était en 2012. Et là, on va faire une comparaison entre 2012 et 2022, une dizaine d'années. 1,4 million de barils qui ont été produits en 2012. En 2022, c'était 1 million de barils. Nous consommons presque 30% de cette production en 2012 de 1,4 million de barils, alors que maintenant, nous produisons 1 million de barils et nous consommons 50% de, donc de 1 million de barils. Donc les rentrants en milliards de dollars, c'est 80 milliards de dollars en 2012. En 2022, c'est 50 milliards de dollars concernant donc le pétrole. Ce qu'on a en change, les réserves en change, c'est 200 milliards de dollars en 2012, 50 milliards de réserves de dollars en 2022. Le prix du blé était de 200 dollars la tonne et 2022, c'était 340 dollars la tonne. Le lait, c'était à 2000 dollars la tonne en 2012, 4000 dollars donc la tonne en 2022. 37 millions d'habitants, c'était en 2012, 45 millions d'habitants en 2022. Professeur Rachid Ben Haddadi, quand on voit donc ces chiffres, l'Algérie aussi consomme beaucoup. Est-ce qu'elle a les moyens donc, de sa politique d'exportation, si on peut dire? Euh, je pense qu'indirectement, une partie de la solution, on l'a déjà effleuré, Nasser. Tout à Mm. l'heure, je vous ai dit, quand je vous ai dressé un tableau de l'Algérie, c'est la cadence à laquelle la consommation interne est en train d'augmenter. Elle est insoutenable, tout simplement. On ne peut pas se permettre d'augmenter de 5% annuellement notre consommation d'électricité qu'on tire essentiellement. Si on avait d'autres sources d'électricité, peut-être. Si on développe davantage les énergies renouvelables, peut-être. Mais l'essentiel de notre électricité provient du gaz. Donc, l'essentiel de cette consommation de gaz, c'est dû au facteur électricité. Donc, il est impératif déjà à ce niveau-là d'y penser dès maintenant. Ce que je vais vous dire tout de suite, je sais qu'il est impopulaire, j'ai eu l'occasion de le dire en Algérie, il faut absolument que le vrai prix de l'électricité soit répercuté sur le consommateur.
Maintenant, vous me direz, il y en a qui ne sont pas capables d'y faire face. C'est vrai, mais vous comprenez, il revient à l'État de protéger ces consommateurs qui ne sont pas capables de payer le juste prix de l'électricité. Ce qu'on subventionne en Algérie, malheureusement, on subventionne ceux qui ont peut-être 5 à 10 climatiseurs à la maison. C'est quand même des gens relativement nantis. Ces gens-là ont les moyens de payer le juste prix. Il revient à Mm. l'État d'allouer une bonne partie de cet argent supplémentaire-là aux couches les plus défavorisées. Et ça, je vous révèle aucun secret, hein, c'est mondialement connu, un produit que vous ne payez pas au juste prix, il y a une surconsommation. Donc clairement, il y a un facteur à ce niveau-là. Deuxième facteur, lui aussi, hein, j'ai fait allusion tout à l'heure, c'est que augmenter la production ne doit pas être une fin en soi. Si les réserves sont de 2000 ou juste 2500 milliards de mètres cubes, on en a juste pour 20 ans. Donc c'est impératif même de ne pas augmenter, de ne pas aller au-dessus de 100 milliards de mètres cubes par année, parce qu'on doit préserver également une partie pour les générations futures. Par contre, ce Mm. qui peut être fait maintenant, ben, c'est mettre davantage l'emphase sur l'aspect prospection. Là aussi, on l'a dit tout à l'heure, hein, l'Algérie est l'un des pays les moins bien prospectés. Il y a énormément encore de choses à faire et il y a peut-être d'autres à découvrir. Et Mm. quand on regarde un peu la façon dont c'est géré, bah, c'est davantage géré au quotidien, combien que cette année par rapport à l'année prochaine. Si on met davantage en perspective le long terme, ben, c'est tout de suite qu'il faut investir dans l'exploration des sommes plus importantes, de rechercher d'autres partenariats. Ben, on a l'Italie là qui veulent qu'on soit leur fournisseur attitré, ben c'est bien, mais il faudrait peut-être les convaincre de travailler plus avec nous dans la prospection. Je sais qu'ils le font, mais c'est peut-être pas suffisant si on tient compte de Mhm. la conjoncture de l'or. Très Voilà bien. un peu Euh, mes idées, Nasser, comment je vois mm. la question à ce Absolument. niveau-là. Il me reste 5 minutes, professeur Rachid Ben Haddadi, et il me reste 3 questions et j'aimerais, si on peut faire deux questions en 2 zones, comme on dit. Deux pour un, ouais, Parlons vas-y. maintenant, parlons maintenant, par exemple, vous nous avez parlé du gazoduc Nigeria-Europe qui passe par l'Algérie. Est-ce que ce projet, d'après vous, est un bon projet et est-ce qu'il va se faire, d'après vous? La question L'autre question, il y a un projet aussi concurrent, le gazoduc Nigeria-Europe, qui passe par le Maroc, pas par l'Algérie. Est-ce que vous pensez que ce projet va également se faire d'après vous? Et est-ce que les deux projets concurrents vont se faire? Lequel a le plus de chances de se faire d'après vous, professeur? Bah, j'ai pas la boussole magique, mais je vais vous livrer mes idées. D'abord pour dire que le projet qui passe par l'Algérie, c'est un excellent projet. Pourquoi c'est un excellent projet? Juste pour, ça, c'est les chiffres qui parlent. Le Hmm. Nigeria produit 2 fois moins que l'Algérie, mais il a des réserves 2 fois plus importantes que l'énergie. Donc, il y a un immense potentiel donc, à développer. Et le gazoduc donc, qui passe par l'Algérie, c'est autour de 4000 km, dont 2000 en terre algérienne. Nous avons une grande expertise dans ça. Et juste pour votre information, moi, j'ai entendu parler de ce projet-là il y a 40 ans en arrière, hein, début des années 80. Donc, Hmm. c'est dire le temps perdu. Et c'est clair que l'instabilité de notre pays est un des facteurs, mais il ne peut pas, lui, tout seul, expliquer le tout. Ceci dit, il y a eu un premier accord entre Niger et Nigeria, accord de principe entre le gouvernement qui a été conclu, je pense, autour de 2009-2010. Et l'Europe est très, très favorable à ce projet-là. Mais la grande inconnue, je pense, le grand frein, c'est que la partie du Niger qu'il traverse, c'est quand même une région instable, qu'on se le dise, que ce soit le nord, qui est contrôlé par les Touaregs, ou bien le sud, qu'on dit qu'il est contrôlé par les forces islamistes, je ne sais pas. Donc, mais c'est là où la diplomatie algérienne pourrait peut-être jouer un grand rôle, mais clairement, le Nigeria a plusieurs fois montré en évidence son intérêt à faire ce projet-là. Là, je reviens une dernière fois à l'Air pour dire qu'ils étaient
ils avaient énormément perdu de champs. C'était pas leur priorité. Leur priorité, c'est juste augmenter la production. Donc, ils n'ont pas beaucoup travaillé, Khalil et son équipe, dans ce projet-là. Donc, une perte de temps d'une quinzaine d'années à peu près. Et Hmm. ça a été fait dans l'opacité aussi. Il faut qu'on se le dise. Mais il y a quand même des avancées. Le Nigeria a toujours, ces dernières années, mis en évidence que il est toujours partant pour ce projet-là. Et en 2022, il y a une feuille de route qui a été approuvée entre le Niger, l'Algérie et le Nigeria. Par contre, moi, dans cette feuille de route, j'ai pas vu le volet financier parce que il est fondamental. Hein. Hmm. Donc, feuille de route sans volet financier, c'est clair que. Et toujours en 2022, donc, il y a eu une autre réunion entre les trois. Un accord a été conclu. Par contre, dernière chose sur ce projet-là, c'est que il y a un changement qui a été opéré au Niger, hein, appelez ça coup d'État ou changement révolutionnaire, mais le projet me semble suspendu. Alors, Hmm. pour le projet maintenant concurrent sur le Maroc, moi je pense que l'existence même de ce projet-là, c'est la conséquence de la non-concrétisation du projet qui passe par l'Algérie. Parce que si vous regardez les dates, je pense que c'est 2015 que 2016 que ça a été mis de l'avant parce que le projet avec l'Algérie n'avançait pas. Mais c'est un projet en termes technico-économiques qui peut être beaucoup moins rentable. Hein. C'est plus de 1000 kilomètres supplémentaires. Il va être fait via l'Atlantique. Puis il y a un problème qui se pose. Hein. Qu'en sera-t-il du Sahara occidental? La question mérite Très bien. d'être posée. Hmm. Hmm. Euh, Maintenant, peut-être une dernière phrase pour Une faire dernière. court. Oui, Je allez-y, pense allez-y, que professeur. le Nigeria va faire pousser les deux dossiers pour faire au moins concrétiser un des deux, parce que le Nigeria veut absolument ce gazoduc-là, et pour eux, je pense que c'est secondaire. Est-ce que ça passe par l'Algérie ou par le Maroc? Donc, si nous, comme Algériens, on veut promouvoir davantage le projet qui passe par chez nous, ben, on a beaucoup d'atouts pour le faire valoir, mais reste à être agressif sur un marché concurrentiel. Très bien. Dernière question, professeur. Bien sûr, l'Algérie, vous l'avez dit, n'a pas renouvelé le contrat avec l'Espagne du gazoduc qui passe par le Maroc. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne décision qui a été prise par notre pays? Mais surtout, il faut rappeler, vous l'avez rappelé aussi, l'instabilité politique que vit notre pays à l'intérieur inquiète au plus haut niveau, inquiète les Européens. Très rapidement, professeur. Tfadal. Très rapidement, moi, j'ai jamais peur de me commettre dans ce genre de situation. Clairement, c'est une mauvaise décision. On ne doit jamais insulter l'avenir parce que vous allez mettre des décennies pour acquérir de la crédibilité. Vous pouvez, avec une action, en perdre une grande partie. Donc, on aurait pu, par exemple, réduire le débit, mais j'ai même vu des articles indécents de certains Hmm. journaux proches de notre pouvoir qui disent que bah, ça va être bien fait pour le Maroc, ils vont avoir plus froid, mais ça n'a aucun bon sens de tenir ce genre de propos-là. Hmm. Moi, je pense que le gazoduc, le Nigeria, Europe, pour dire que ce qui se passe en Algérie, il aurait pu avoir la primauté. Le gazoduc qui passe par l'Algérie via le Nigeria, si par exemple on n'a pas fermé le gazoduc avec le Maroc, hein, parce que ce Hmm. gazoduc, pour votre information, il est maintenant en ce moment utilisé en sens inverse. L'Espagne, qui a l'une des plus grandes ressources mondiales de gaz naturel liquéfié, ils ont beaucoup de terminaux qui livrent au Maroc à partir de ce gazoduc-là, Maghreb. Hein, donc, et Hmm. puis, dernière chose peut-être, regardez la guerre en Ukraine. Elle doit nous inspirer. La guerre, c'est une guerre affreuse. Mais le gazoduc, Les là, échanges. Druzhba, là, qui veut dire amitié, il est toujours opérationnel. Il passe par l'Ukraine et l'Ukraine perçoit des royalties. L'Ukraine en guerre avec la Russie, mais continue à livrer du gaz russe à l'Europe. Ça doit être une Mais belle leçon pour les décideurs absolument. algériens. Absolument. Merci beaucoup, professeur Rachid Ben Haddadi, enseignant-chercheur, génie électrique et géopolitique. Vous étiez avec nous depuis Montréal. Merci pour toutes ces informations sur la géopolitique gazière mondiale et algérienne. On est arrivé à la fin de cette deuxième partie. Merci à vous, chers téléspectateurs. Espérons revoir professeur Rachid Ben Haddadi dans d'autres émissions. يعطيكم الصحة.